Bonjour, je suis avec Vincent Careil. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Nous allons aujourd'hui parler de ton livre hein, que tu viens de sortir en fait dernièrement. Oui, là, je l'ai sorti il y a un mois à peu près, ouais. Euh, on va Il parler est là, vente. il s'appelle Vendre, vendre, vendre. Voilà, on va vendre, vendre, vendre aujourd'hui. Ça fait partie de toi, la vente, depuis plus de 35 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si on va peut-être prendre un petit peu de temps pour se présenter ou tu veux que je me présente maintenant? Alors, je vais dans ce cours, donc on aura un quart pour te présenter. Ok. Ça va aller très vite. Dans ce cours, vous allez découvrir, donc on va parler comment reconnaître les vrais besoins de votre client futur, comment s'aligner avec les différents types de clients et de quelle manière déclencher l'achat. Parce que quand on parle vente, personne n'aime quand on nous vend des choses, mais tout le monde aime acheter. Et je pense que c'est l'une des clés que tu transmets dans tes formations et accompagnements pour tout type de business, hein, finalement, parce Alors, que tout passe par si je la peux me vente. permettre, si je peux me permettre, Nicolas, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que, en fait, la vente ne s'adresse pas aux vendeurs. La vente, ça s'adresse à toute personne qui veut échanger avec quelqu'un, un objet, un service, peut-être du travail, peut-être une relation, peu importe. En tout cas, à un moment ou à un autre, tout le temps dans notre vie, on a été amené à vouloir se vendre ou vendre quelque chose. Donc, c'est intéressant quand même de regarder ça au travers de… On vend parce que, non pas parce que c'est notre travail de vendre, mais parce que on veut apporter à quelqu'un quelque chose. Donc, pour moi, la vente, c'est plus faire acheter que vendre, quoi. Voilà. Donc, et ça s'adresse à tout type de personnes. Hein. C'est pas seulement aux vendeurs, ça s'adresse aussi, évidemment, aux gens qui sont dans les commerces, dans les commerces, dans les boutiques, mais aussi aux secrétaires qui reçoivent des appels dans les entreprises, mais aussi, évidemment, à la vente directe pour tous ceux qui sont dans la vente directe de ce qu'on appelle le marketing de réseau ou la vente par réseau, à toutes les personnes qui, là, en ce moment, avec l'opération que vous avez mis en place, eh bien aussi, vous avez aussi à vendre votre opération. Et c'est tout le temps comme ça. En fait, depuis que l'homme est homme, depuis que les hommes ont commencé à échanger entre eux, eh bien, il y a eu un phénomène de vente. Hein. Bon, je ne parle pas des relations homme-femme, ça c'est encore un petit peu autre chose, même si quelque part, il y a aussi, l'homme essaye de se vendre à la femme et la femme essaye de se vendre à l'homme, quelque part. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, mais il y a quand même quelque chose. Et avant de démarrer, afin de suivre ce cours dans la meilleure condition, j'ai envie de vous poser la question, nos chers auditeurs, ou pour ceux qui nous regardent. Euh, Quelques questions en fait. La vente, est-ce que la vente vous fait peur? Est-ce que vous pensez que vous ne saurez pas vendre? Est-ce que vous voulez améliorer vos ventes? Et tout ça, justement, ça reprend ce que tu viens de dire, Vincent. Le bon vendeur ne vend pas, il provoque l'achat. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que tu as raison. Moi, je me souviens d'une chose, c'est un petit peu mon histoire, hein, c'est aussi mon vécu. Et c'est peut-être pour ça que j'étais amené à écrire un livre de vente qui s'appelle Le manuel de la vente éthique et naturelle. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, mes parents faisaient partie d'un syndicat du cadre de vie, d'un syndicat qui protège le consommateur. Et sur la porte de la maison, chez moi, c'était marqué Messieurs les commerciaux, sachez que nous connaissons nos droits. Ça veut dire que mes parents étaient anti-vendeurs, tu vois. Ils étaient contre la vente en porte-à-porte, contre la vente à domicile. Et quand je leur ai dit que je voulais devenir vendeur, t'imagines bien que ça ne s'est pas passé très facilement. Et en fait, j'ai donc cet acquis de mon éducation qui est que la vente pourrait être du vol, alors qu'en fait, la vente, c'est pas du vol, c'est un échange de services, encore une fois, ou de produits. Et pourquoi la vente nous fait peur? C'est parce qu'on a peur de forcer, de vouloir apporter quelque chose de force à quelqu'un, alors que c'est pas ça du tout la vente. C'est pas ça du tout. Et si vous pensez que vous ne saurez pas vendre, c'est parce que vous pensez que vous avez vu des cadors de la vente qui font beaucoup de blabla et beaucoup comment dire, qui ont beaucoup d'emphase, alors qu'en fait la vente c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Et si vous êtes vous-même vendeur et que vous n'arrivez pas à vendre, on va dire, allez, 3 à 4 ventes sur 5 visites, ça veut dire que vous avez encore des blocages qu'il faut débloquer. Et ça, tout ça, eh bien, c'est ce qui est dans mon livre. En tout cas, c'est ce que je souhaite transmettre
de par de l'expérience que j'ai eue. Voilà, mon cher. J'ai choisi une petite image en pensant à toi. C'est une image de Saint-Malo en Bretagne. Ouais, c'est Pas très loin de chez toi, je pense. à 20 minutes, ouais, c'est à 20 minutes. D'ailleurs, pendant la canicule, là, il faisait 26 degrés à Saint-Malo, alors qu'il en faisait à 500 mètres en sortant de Saint-Malo, et à 5 km, il faisait 33. Mais à Saint-Malo, il faisait 26. Ouais. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons voir, ben, je vais présenter, je vais te présenter. On va voir quel est le processus de vente, la découverte des besoins. J'ai choisi des points clés qui m'ont parlé le plus parce que, bien évidemment, ton livre il est hyper complet avec des exemples, même des dialogues, des phrases, des anecdotes. Proposez votre solution et ensuite on va passer à la conclusion pour voir l'ensemble d'une vente réussie. Alors, c'est parti. Alors, Vincent Carrey, tu travailles dans le monde commercial depuis 35 ans, depuis plus de 35 ans d'expérience et tu étais vendeur, disons, qui faisait directement. Ensuite, tu faisais de la vente directe, tu étais dans la direction commerciale, tu formais les gens et d'ailleurs, tu formes encore les gens à la vente, tu accompagnes. Je sais que tu étais dans la direction des grandes entreprises aussi qui font des millions de chiffres d'affaires et tu as développé des structures de vente dans la purification d'eau et aussi dans l'immobilier. Donc, tu as pu voir en fait beaucoup de différents domaines. Et ce qui est génial, c'est que tu nous transmets tout ça. Et puis, il y a beaucoup de points en fait, peu importe ce qu'on vend. Ce qui est important, c'est qui on est, de quelle manière on le fait. Tu as aussi connu le domaine de marketing de réseau à une époque. Tu étais aussi leader qui a eu aussi des milliers de distributeurs, de partenaires. De partenaires à travers l'Europe et le monde entier finalement. Ce qui t'a amené aussi à connaître et te former en personnalité couleur, on va en parler aujourd'hui, parce que ça fait partie justement de B à bas de la bonne connaissance de soi et de notre client potentiel. Et bien évidemment, tu es auteur du livre Vendre, qui est sorti en juin 2019. C'est ça. Alors, processus de vente, là, le premier point qui m'a beaucoup, comment dire, pas interrogé, mais marqué, voilà, j'ai envie de dire. Parce que, comme tu dis, s'intéresser à l'autre, vraiment, c'est la première chose. Et ce mot, vraiment, je pense que c'est le mot clé. C'est pas juste que j'ai mon truc à vendre, je veux vous vendre, acheter et puis je m'en vais. C'est le bon vendeur, c'est un humain qui s'intéresse à l'autre et qui va. C'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Je te coupe, mais tu es en train de parler de, en fait, la première partie. Je sais pas, est-ce que on voit aussi, on voit quand je montre le livre, Nicolas? On voit. Je fais en sorte, voilà, maintenant on voit très bien. Ok. Donc, quand il y a la diaporama et que moi je te vois en vignette, qu'est-ce qu'il voit l'éditeur? Alors, non, là maintenant il n'y a plus de diaporama. Maintenant on voit le livre en plein écran. Ok. Donc, c'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé j'ai pas essayé, j'ai réussi parce que faut vous dire une chose, c'est que ce livre, c'est vraiment la conclusion d'une carrière en ce qui concerne la vente et en même temps la conclusion de formation que j'ai commencé en 2000 où j'avais écrit une première partie de ce livre en l'an 2000. Ça paraît loin maintenant, ça fait presque 20 ans que j'avais commencé et donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que en effet la vente c'est d'abord une relation entre deux humains et c'est vraiment un besoin qu'on a de ne pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose contre son besoin,
mais d'apporter et découvrir ensemble ce qui, chez le client, chez le futur client, en fait, chez le client potentiel, va avoir adhésion par rapport à ce que nous, on a à lui proposer. Donc, de toute façon, c'est d'abord s'intéresser à l'autre. C'est s'intéresser à l'autre à tout point de vue, d'abord sur qui il est, ce qu'il fait, comment il vit, quel est son type sa type de personnalité. On va voir tout ça dans la découverte des besoins tout à l'heure. Mais vraiment, d'abord, c'est de casser ses a priori, c'est de vraiment rentrer dans une vraie relation émetteur-récepteur qui va nous permettre de vraiment avoir une adhésion. Je crois que la vente la plus difficile, c'est ce qu'on appelle le porte-à-porte. Et pourtant, on dit toujours que le porte-à-porte, c'est la meilleure école. Et moi, j'aimerais vous faire comprendre que, par exemple, dans la vente directe, où on m'a souvent dit que en fait, la vente directe, c'était pas de la vente parce que c'était tes relations à qui tu proposais des produits que tu aimais bien et qu'eux, eh bien, ils allaient bien aimer parce que toi, tu les aimais bien. C'est vrai, mais ça suffit pas. Parce que dans vos amis, dans vos relations, il y a peut-être des gens qui utilisent déjà, je ne sais pas si on prend les cosmétiques, qui utilisent déjà une gamme de cosmétiques qui leur convient très bien. Et quand vous arrivez avec votre gamme de cosmétiques à vous, ils n'ont pas forcément envie d'y adhérer. Donc, il y a d'abord une question de relation, d'abord une question d'adhésion. On ne va pas arriver comme ça et dire « Ah, il faut que tu m'achètes ça !» Il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'ai vu des gens dans la vente directe qui ont imposé des ventes. Mais ça dure pas, évidemment. Il n'y a pas de pérennité. Or, et en particulier dans ce qu'on appelle le marketing de réseau ou la vente directe par réseau, eh bien, on a besoin d'un chiffre d'affaires. On a besoin qu'il y ait des services qui soient vendus. On a besoin qu'il y ait des produits qui soient régulièrement vendus, régulièrement consommés. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, eh bien, tout s'écroule. La fameuse équipe que vous pouvez avoir de 10 ou de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes, vous allez devoir sans arrêt la renouveler parce que les ventes s'arrêteront. Donc, en fait, la relation avec l'autre est essentielle. L'adhésion de l'autre à ce qu'on va faire est essentielle. Donc, s'intéresser à l'autre vraiment, ça devient quelque chose d'important. Et pour ça, ça passe en effet par de la tolérance. C'est accepter déjà, que Nicolas, qui est en face de moi, eh bien, n'a pas forcément envie de consommer ce que moi je consomme. N'a pas forcément envie que je vienne l'embêter au moment où je viens frapper à sa porte, au moment où je l'appelle. Je dois respecter que Nicolas est différent de moi. Je dois respecter qu'il a, il n'a pas les mêmes origines, il a pas. Peut-être que les habitudes en Pologne ne sont pas les mêmes que les habitudes à côté de Saint-Malo. Peut-être pas, je ne sais pas. Je veux dire, on a tous notre background, on a tous notre arrière-plan en fait. Hein. Ouais, donc, moi, j'ai vécu à Rennes aussi, donc je suis un peu. Ça va, alors ça va. Et moi, j'ai été en Pologne aussi, donc on va trouver des arrangements tous les deux. Voilà. Typiquement, on est là déjà en train de créer une relation au travers justement d'une tolérance et de savoir accepter l'autre. Et c'est pas parce que on accepte l'autre tel qu'il est qu'on va bloquer une vente. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait d'a priori. Par exemple, si j'ai affaire à quelqu'un qui est foncièrement écologiste, foncièrement bio, foncièrement vraiment pointu sur ces choses-là, et que mon produit ou mon service n'est pas exactement dans la bonne ligne de ça. Ben, c'est pas pour ça qu'il faut que je refuse d'aller le voir. Il faut ouvrir un débat. Il faut discuter. Il faut arriver à créer une relation. Et une chose que je voudrais aussi introduire tout de suite, c'est que la vente, c'est pas du one shot. C'est pas je vends une fois, je m'en vais et c'est fini, j'en ai plus rien à faire. La vente, c'est une vraie relation qui se crée. D'ailleurs, il suffit de voir comment certains commerces, certains restaurants on la queue, certains bancs dans les marchés, on la queue pour pouvoir atteindre la table ou pouvoir atteindre le panier de légumes qu'on veut acheter, et que celui qui est juste à côté, lui, est vide. Il n'y a pas que le produit qui rentre en jeu. Hein. Il y a certainement une relation entre la personne qui vend ou la personne qui sert ou le taulier, comme on dit, et son client. D'accord ? Donc, vraiment, tout se passe dans une histoire de relation et c'est ça qui est vraiment essentiel pour que ça soit une vente éthique et naturelle et non pas une vente forcée. OK. Et en plus de tout ça, tu as défini plusieurs phases de vente, d'une vente réussie, à savoir, la première chose, c'est prise de contact, normal, découverte, réformulation, choix du produit adapté, argumentation et démonstration, annonce du prix, le passage de main, réponse aux objections et conclusion de la vente.
Et en fait, si tu veux tout savoir, tout le monde, en tout cas, tout le monde, allez, la très grande majorité des gens qui me posent des questions sur la vente, ils me disent quoi? Ils me disent, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à conclure. Mon problème, c'est que au moment où je veux conclure, j'y arrive pas. Ils voient le bout du processus sans voir le processus. Mhm. Et là aussi, c'est intéressant. C'est quand même un processus, même s'il se fait en 2 minutes, parce que une vente, ça peut se faire en 2 minutes. Hein, encore une fois, le vendeur qui vend ses légumes sur le marché, il n'a pas besoin de passer 1 heure et demie pour vendre ses légumes, hein, ça va vite. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe et qui passe dans un processus. Ce processus, c'est d'abord la phase de contact, c'est ensuite la découverte, c'est ensuite la recherche des besoins, c'est ensuite la proposition de produits. Alors après, il y a plus ou moins de détails dans tout ça. Et c'est ensuite la présentation du prix, parce qu'il va peser, il va payer, et c'est la conclusion. Mais la conclusion, si on commence par annoncer le prix avant même de parler du légume qu'on va vendre, vous voyez, je prends un exemple très très simple, volontairement, bien entendu, eh bien, ça ne va pas marcher. Parce que du coup, la valeur du légume est dans la tête du client en fonction de ses propres avis à lui. D'accord? Donc, il y a un vrai processus. Et il faut le respecter, je crois, c'est indispensable. Ok, on va revenir sur ce processus tout au long en fait, de notre interview, je pense, parce que c'est finalement c'est ça la vente. Hein. Ça fait partie de tout ça. Et justement, la première chose, moi, pourquoi j'ai marqué ce point de la découverte des besoins, parce que moi, j'ai été formé à la vente chez AXA, une société française en assurance, et j'ai eu la chance, c'était en 2007, j'ai rejoint en fait AXA en Pologne, qui a tout simplement commencé s'installer en Pologne. C'était la première année d'AXA en Pologne. C'était un peu tardif, mais bon, bref, je passe les détails. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que à ce moment-là, ils ont mis vraiment un paquet d'argent pour les formations à la vente et ils ont pu recruter vraiment des gens du top. C'était dans les assurances prévoyance et les plans financiers pour la retraite ou autres, les plans d'épargne. Et j'ai eu la chance de me former avec un vendeur un Polonais qui a fait toute sa carrière au Québec. Non, au Québec, au Canada, anglophone. Donc, ça veut dire son mindset, son attitude et puis son état d'esprit était complètement différent des Polonais. Et moi, qui étais déjà, j'avais vécu déjà en France, étudié en France, mais moi, ça m'allait très bien en fait, parce que il était beaucoup plus proche. Et justement, la base en fait de la vente, c'était la découverte des besoins. C'était ça en fait. On analyse des besoins de clients. Et pendant le premier rendez-vous, par exemple, ici, toi, tu parles que voilà, on peut conclure en fonction des produits. Moi, je sais que je n'avais pas besoin, suite au premier rendez-vous que je faisais avec les clients, en faisant l'analyse des besoins, ben, ça déclenchait en fait chez les gens ce qu'ils disaient. Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai besoin de ça. Mais dites-moi, faites-moi une proposition. C'est quoi, c'est quoi? Et, et, et justement, c'est les points que tu évoques, hein, de quel type de personnalité le client, les besoins techniques du client, les besoins financiers du client, les besoins émotionnels. Il faut tout prendre en compte. Qui exactement décide? Ça c'est si on peut faire une superbe vente, un superbe, je veux dire, promotion de notre produit, mais finalement, c'est pas. Si j'étais avec le monsieur, mais c'est pas lui qui décide, c'est sa femme, elle n'était pas là. Ben, tout recommencer. Ça. Et ça m'est arrivé aussi. Hein, si on oublie ça, ben, ce sont des leçons de vie. Hein. Quel délai besoin, donc quel délai et voir parce que le client il a vraiment aussi la possibilité financière. Et est-ce que il n'y a pas quelqu'un de concurrence hein, qui est déjà aussi et puis ils sont en train de comparer et ils vont faire la différence. Dis-moi de quelle manière toi tu vois ces choses-là, de quelle manière tu pourrais conseiller les personnes qui aujourd'hui justement nous regardent ou nous écoutent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à une idée reçue, c'est le client qui doit parler le plus. Dans une phase totale de vente, et je t'assure que pour quelqu'un comme moi qui est bavard, c'est compliqué, c'est difficile, pourtant c'est la vérité, c'est qu'on doit avoir 70% du temps qui est dans l'écoute de ce que nous envoie le client comme information, à tout point de vue, physique,
ou orale, d'accord? Ou même autour. Ouais. Derrière moi, il y a une bibliothèque et c'est une des 4 bibliothèques de la maison. Et je peux vous dire que ça ne suffit pas parce qu'avec la famille qu'on a, il faut aussi qu'on aille à la bibliothèque municipale. Donc, rien que regarder ça, on doit pouvoir se dire, ah, c'est peut-être des gens qui aiment lire. Au moins, on peut avoir cette idée et après la confirmer. Donc, c'est pour dire qu'on a besoin vraiment de connaître parfaitement le client et c'est lui qui doit parler en premier. Donc, pour ça, il faut qu'on pose des questions parce qu'on doit savoir de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il veut et à quoi il adhère. Puis, je vais te dire une autre chose qui est très, très importante. C'est que dans une discussion, par exemple, qu'on peut avoir à table avec des gens, si vous êtes toujours celui qui parle, là, vous finissez par fatiguer. Par contre, si vous êtes celui qui écoute beaucoup, eh bien, les gens vous trouvent sympathique. Parce que les gens adorent parler d'eux, adorent parler de leur vie, adorent parler de leurs problèmes, adorent parler de leurs choses. Donc, la phase de découverte, qui est orientée évidemment vers là où on veut, par rapport aux produits ou aux services qu'on peut proposer, bien entendu. Mais la phase de découverte est une phase d'adhésion, encore une fois, de relation naturelle qui se met en place entre deux individus, où, par nos questions, par nos remarques, par nos relances, et tout ça, c'est évidemment inscrit dans Vendre, où je développe vraiment beaucoup cette partie découverte, eh bien, on va comprendre quelles sont les bonnes techniques pour recevoir un maximum d'informations sur les clients. La liste que tu as lue est évidemment parfaite, parce que c'est vraiment de ça dont on a besoin, mais au-delà de tout ça, c'est d'avoir une vraie adhésion du client à ce qu'on va lui proposer par la suite. Or, quel que soit le produit qu'on vend, je vais reprendre mon banc de légumes, je suis branché sur le banc de légumes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais reprendre mon banc de légumes, eh bien, quel que soit le type de client qu'on aura en face de soi, on a besoin de savoir si c'est des carottes ou si c'est des betteraves qui veulent. On a besoin de savoir si c'est des tomates ou si c'est du bio ou si c'est pas du bio ou si ce qui est important pour lui c'est le prix ou si ce qui est important pour lui c'est la qualité extérieure, pourquoi ça va être fait, est-ce que c'est pour un repas, est-ce que c'est la première fois qu'il en achète. On a besoin de connaître tout ça et on a besoin de savoir quels sont ses moyens, évidemment. Et quand tu parles de la personne, c'est vraiment le cliché parfait on va passer 1h30 à faire une super démonstration, on va tout montrer, on va tout dire, et on va se rendre compte à la fin que c'est pas la personne qu'on a en face de nous qui décide, mais c'est celle qui est pas là. Et ça, c'est valable dans le professionnel, avec le responsable, c'est valable dans le couple entre deux personnes, mais c'est aussi valable peut-être sur un banc dans un marché. Par exemple, pour vous donner une idée, ma maman qui a 95 ans, eh bien, elle n'a plus sur le marché. Et elle envoie des aides familiales pour faire le marché à sa place. Ben, je peux vous dire que les aides familiales, quand elles rentrent, elles ont intérêt à ne pas s'être trompées de banc pour aller acheter des légumes que ma maman veut, parce que ça ne va pas aller sinon. Vous voyez, donc il faut connaître qui est-ce qui décide, savoir qui est-ce qui décide, c'est essentiel. Connaître la personne qu'on a en face de soi, la connaître parfaitement, c'est vraiment la partie la plus importante. Vraiment la partie la plus importante. Vous pouvez être un mauvais en démonstration, vous pouvez être un mauvais en discours, vous pouvez être un mauvais en conclusion. Si vous êtes un excellent pour découvrir les besoins, eh bien vous saurez vraiment, simplement et naturellement vendre votre produit. C'est certain. Ok, merci beaucoup pour cette… Et justement, dans la suite de la découverte, tu proposes en fait un moyen, une méthode, ou je ne sais pas comment… C'est un moyen mémotechnique. C'est un moyen mémotechnique pour pouvoir découvrir les besoins en fonction des personnalités finalement. Donc sous 2 formats. Le format que tu as là, qui est le format Soncas, qui est assez connu parce que c'est assez ancien, pour dire la vérité, dans les techniques de vente traditionnelles. Et puis le format qui est beaucoup plus moderne, on va dire, et que j'utilise depuis longtemps, qui je pense est la page suivante, sur les personnalités couleurs. Ça, c'est vraiment qui va être utilisé partout dans Vendre, dans toutes les phases de Vendre, dès les premières pages. Je parle du Soncas et des personnalités couleurs parce que j'adapte en effet les discours, les questions, la manière de présenter les produits, la manière de répondre aux objections, la conclusion, tout est pondéré en fonction de la personnalité des personnes qui sont en face de nous. Alors, tu donnes beaucoup d'exemples en fait par rapport à la purification d'eau parce que je sais que c'est un domaine qui t'est très très proche, tu tiens à cœur. Est-ce que tu pourrais donner par exemple par rapport à Soncas un déroulé de quelle manière en fait
la solution la solution de purification Ouais, d'eau, de quelle manière ça... Alors, merci beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. On va regarder les choses avec pragmatique. Quelqu'un qui va acheter un purificateur d'eau, alors peu importe le purificateur d'eau, je ne suis pas là pour mettre en avant une marque plutôt qu'une autre, d'ailleurs je travaille avec beaucoup de sociétés différentes et donc je ne suis pas là pour ça. Mais dans son cas, il y a d'abord le mot sécurité. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui est acheteur de sécurité va acheter un purificateur d'eau? Ben, tout simplement parce qu'il veut se protéger lui de la mauvaise qualité de l'eau qui sort du robinet ou de la mauvaise qualité de l'eau qui est dans les bouteilles ou peu importe de la mauvaise qualité de l'eau en général. Il veut être rassuré, il a besoin de se sécuriser par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence quand on va lui proposer notre produit? Ça va être sur la manière, si on a repéré qu'il est acheteur de ce genre de choses, ça va être sur la manière dont nous-mêmes on va se comporter et sur la manière dont notre produit va répondre à cette question de le sécuriser sur la qualité de l'eau qui va sortir de notre système. D'accord? D'accord. On a l'orgueil, si je me trompe bien, parce que c'est son cas, ça c'est ça, c'est orgueil nouveauté. Oui. Hein? Donc orgueil, son cas, l'orgueil, c'est le fait qu'on soit dans les premiers, qu'on soit fier de pouvoir, acheter un produit qui est rare, un produit qui est différent, un produit qui va faire la différence quand on va pouvoir… Un acheteur d'orgueil, c'est quelqu'un qui aime bien dire à ses voisins « Ah ben moi j'ai ça, ah ben vous ne l'avez pas encore, ah ben dis donc, moi je suis en avance sur vous. » quoi. En gros, il ne le dira pas comme ça peut-être, mais en tout cas c'est ce qu'il veut dire d'ailleurs. Un acheteur d'orgueil achète des produits qui sont en avant, qui sont avec nouveauté. Orgueil et nouveauté vont souvent ensemble d'ailleurs. Et l'orgueil c'est un peu pour la frime si vous voulez, d'accord? Alors que l'acheteur de nouveauté, donc dans le cas de la purificateur d'eau, si vous avez un vieux système qui finalement n'apporte rien en termes de classe, Par exemple, un acheteur d'orgueil va préférer un système qui se voit et qui est beau. Vous savez, j'ai vu dans différents systèmes de purificateurs d'eau, des purificateurs qui sont très classe, très design. Et ça, c'est fait particulièrement pour l'acheteur d'orgueil. Alors que celui qui n'est pas acheteur d'orgueil, lui, veut un truc efficace, par exemple. Voyez. Alors, dans la nouveauté qui est juste après et qui va avec, c'est évidemment, je veux le dernier cri, je veux la dernière sortie, je veux la dernière version, je veux ce qui vient d'arriver. Ça, je suis acheteur de nouveauté. L'acheteur de nouveauté, c'est l'acheteur souvent qui est un acheteur qui va aller tout de suite, dès qu'il y a une nouvelle marque qui sort, dès que le dernière… j'allais donner une marque, mais c'est même pas la peine. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Le dernier téléphone portable qui sort, il veut l'avoir. Ça, c'est l'acheteur de nouveauté. Et en même temps d'orgueil, parce que je veux montrer à tout le monde que et je vais justifier ça peut-être par la sécurité, parce que mon téléphone, il est mieux que les autres. C'est pour ça que je l'achète. Et je suis fier de le montrer parce que je sais qu'il est sécurisé. Ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs. Alors que l'acheteur de confort, lui, il veut pas se prendre la tête. Il ne veut pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Et pour un purificateur d'eau, par exemple, ce qu'il veut, c'est que tout fonctionne, qu'il ait le moins possible de cartouches à changer, de contrôles à faire. Il veut être débarrassé de cette question-là. Il veut qu'on s'occupe de tout pour l'installation. Il veut rien avoir à faire. Il veut juste être sûr que ça va bien se passer pour lui, quoi. Que ça soit cool. Et pareil, un acheteur de confort avec le partenaire, avec le distributeur, il va chercher chez le distributeur ce confort aussi. Que ce soit le distributeur qui s'occupe de tout, qui remplisse les papiers pour lui, qu'il est juste à signer et juste à faire le chèque s'il y a un chèque à faire. D'accord? L'acheteur d'argent, c'est plus délicat. On a les deux côtés là. On a l'argent dans le sens le moins cher possible. D'accord? Parce que lui, c'est très important pour lui que le produit soit vraiment le plus bas possible en termes d'argent. Ou à l'inverse, s'il est associé à l'orgueil, le produit le plus cher possible, parce que pour lui, c'est la sécurité. Orgueil, sécurité, argent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va acheter un produit très cher parce qu'il pense que l'argent, si le produit n'est pas cher, c'est qu'il n'a pas de valeur et donc il ne vaut rien. Voilà. D'accord? Et enfin, l'acheteur de sympathie, c'est surtout nous. Là, c'est la relation avec nous. Alors, ça peut être le produit, mais en termes de purification d'eau, c'est assez rare, quoique c'est possible aussi que le produit soit sympathique, c'est-à-dire soit quelque chose c'est sympa de pouvoir dire aux enfants, tiens, allez vous servir à la fontaine, c'est sympa, mais c'est surtout la relation sympathique. Un acheteur de sympathie va acheter parce que, je vais te l'acheter parce que ça me fait plaisir de te rendre service. Voilà. Dans la vente directe, on a beaucoup d'acheteurs de sympathie qui, peut-être pour se débarrasser de la situation ou par sympathie pour l'ami qui vient le voir, va acheter. Bon, allez, je vais te prendre un produit. Bon, tu as fait un effort, tu m'as fait un soin du visage. Allez, je vais te prendre un petit produit pour te remercier. Voilà, ça, c'est l'acheteur de sympathie.
Voilà, monsieur. D'accord. Donc ce qui est important, c'est justement savoir à qui on a affaire en face, C'est justement pour ça. analyser tout ça. Et le point d'après, justement, c'est la découverte des besoins par les personnalités couleurs. Et parce que tu dis la vente, c'est de la relation humaine. Et là, on arrive sur justement la philosophie ou l'approche de personnalité par 4 couleurs, rouge, vert, jaune et bleu. Et pourquoi alors d'abord, un point juste pour les personnes qui découvrent les personnalités. euh, une personnalité rouge, ce sont les personnalités qui sont très directes, qui ont des objectifs. Ce sont souvent des leaders, des chefs, des managers. C'est vraiment des personnes qui vont foncer. Et puis face à la personnalité rouge, ben, il faut être clair dans les paroles et dans les gestes. Là, ça va vite, c'est direct, c'est souvent, voilà, c'est comme ça. De l'autre côté de la balance, la personnalité jaune, euh, sont, ce sont des personnes très douces, donc il faut leur parler doucement, avec une voix douce, prendre le temps. Elles vont être toujours aimables. Souvent, ce sont les personnes qui travaillent dans le social, qui veulent justement souvent peut-être euh, plaire à beaucoup de personnes et aider, servir, beaucoup servir, et ça les caractérise. Bien évidemment, on va voir ça plus tard, on a tous un peu de chaque personnalité, mais on a des personnalités dominantes. Et dans la vente, c'est super important de savoir quelle personnalité est face à moi parce que, par exemple, pour moi qui est vert, plutôt vert, moi, je ne donnerai pas mon accord si je ne suis pas persuadé que le produit, vraiment, il est à la hauteur de, de ce qu'on prétend à dire. Et puis, en plus, je vais aller comparer très rapidement. Moi, je vais faire, s'il y a un sujet qui m'intéresse, comme par exemple, dernièrement, je me suis intéressé à des panneaux solaires, ben, j'ai fait 3 rendez-vous avec trois vendeurs différents, 3 sociétés différentes. Je regardais les trucs sur YouTube. Je me suis vraiment formé sur le truc. Et tous les calculs, tous les machins. Et puis, voilà, je sais ce que je veux. Et, et s'il vient juste me raconter, il y avait un vendeur qui m'a raconté que finalement, ça va être bien pour moi. Mais je ne sais pas, c'est pour moi. C'est mon côté vert. Mais de l'autre côté, personnalité bleue, elle aime la relation et ça doit être cool. Elle doit bien se sentir. Et puis, justement, passer tout de suite à la démonstration. Et il ne faut pas trop l'embarrasser avec les côtés techniques et autres. C'est excellent, c'est excellent. Tu es parfait, tu es parfait, c'est vraiment parfait. Alors c'est ça, ça veut dire que d'abord, et c'est ce qu'on découvre dans la partie découverte justement de vendre, 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 eh bien c'est apprendre à tout de suite, rapidement repérer à qui on a affaire, en tout cas de ce qu'on en voit, et en tout cas de ce que, comme tu viens de le dire pour toi qui est vert, ben c'est bien parce que tu nous le dis, mais forcément le client que tu vas voir, il connaît pas forcément les personnalités couleurs, il va pas te dire en arrivant, ah, bonjour monsieur, moi je suis vert, hein, donc ça va être plus facile. Mais non, ça n'arrivera pas. Voilà, donc il faut qu'on puisse déceler dans son comportement, dans ce qu'il est, son type de personnalité de manière à ne pas faire d'impair et justement ne pas se débarrasser face à un verre. C'est typique ce que tu viens de dire. Tu dis, mais ça, c'est pas grave, on verra ça plus tard, avançons. Non, ça ne marchera pas. Un verre, il a une question, il veut avoir la réponse, c'est tout. Et il veut avoir la preuve de la réponse. Pas seulement la réponse, mais la preuve de la réponse. Il faut lui prouver sur papier que c'est vrai. Par contre, l'avantage d'un verre, c'est qu'une fois qu'on lui a vendu, ça devient quelqu'un de très très bon pour prescrire les produits qu'on lui a vendus. Ça veut dire qu'il va devenir adhérent lui-même de ce qu'on lui a vendu et va lui-même revendre même s'il ne vend pas. Et donc ça, c'est excellent. Donc ça vaut le coup aussi de passer du temps avec un vert. Alors qu'un bleu, lui, il ne veut pas s'occuper de ça. Il ne veut pas s'occuper de ça. Il ne veut pas entendre parler de tout ça. Ce qu'il veut, c'est le résultat, c'est que ça soit sympathique, que ça soit… Vous voyez, on a déjà des corrélations d'ailleurs entre le son classe et les personnalités couleurs et j'aborde ça aussi dans ce livre où on va un petit peu… je vais un petit peu, comment dire, montrer les interactions qu'il y a entre le son casque, qui est très intéressant, surtout pour ceux qui ont déjà travaillé dans la vente, et les personnalités couleurs, qui sont vraiment éminemment intéressantes pour tout le monde, et en particulier pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans la vente. Donc j'ai mis les deux exprès pour pouvoir m'adresser à un grand public, parce que je pense que tout le monde peut adhérer aux deux. Quelqu'un comme toi, par exemple, mon cher… D'ailleurs, je le dis à la fin, je fais une petite conclusion à la fin où j'explique comment
comment dire, si vous êtes suivant la couleur que vous êtes, comment vous avez lu mon livre. Parce que il s'utilise de manière différente suivant la personnalité qu'il a. Forcément, je l'ai écrit un petit peu aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi qui est vert, si tu as eu le temps, tu l'as lu en entier parce que tout t'intéresse et tu vas aller au creux et au fond des choses. D'accord? Alors que quelqu'un qui est bleu, il va aller chercher rapidement une réponse par des exemples à une question qui se pose. Quelqu'un qui est rouge, il va même pas le lire parce que pour lui, c'est tout. C'est même pas la peine. Par contre, il va l'acheter pour que ses employés, ses commerciaux, eux, l'utilisent. D'accord? Et quelqu'un qui est jaune va prendre ça avec beaucoup de recul parce que pour lui, la vente, bon, il va y aller parce qu'il a besoin, il fait de la vente directe, par exemple, et il a besoin vraiment de vendre son produit. Donc, il va y aller doucement pour essayer de comprendre comment ça marche tout ça. Et ça s'adresse aussi aux jaunes, croyez-moi, ça s'adresse vraiment aux jaunes parce que c'est de la vente naturelle, c'est la vente sans forcing, c'est de la vente avec beaucoup de relations, beaucoup de douceur, en fait, que je propose là-dedans. Hein. Donc, les personnalités couleurs, c'est essentiel. Et rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut aussi connaître qui décide des deux. Oui. Si on est face à un couple, qui est-ce qui décide? Est-ce que c'est la personne qui est en face de moi qui est rouge ou son conjoint ou sa conjointe qui est jaune? Eh bien, figurez-vous que souvent, et ça aussi je l'aborde, les couples, j'aborde ça, les couples en couleur, j'aborde ça dans ce livre de manière approfondie pour comprendre comment réagir et comment faire face à un couple. Vous savez, sans fanfanterie, en travaillant vraiment ce livre, vous pouvez devenir un cadre de la vente, y compris dans des produits très, 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 très haut de gamme. Sérieusement, ce livre peut servir très simplement à des gens qui font de la vente directe de produits très simples à vendre, comme je l'ai fait moi, à une époque en vendant des services dans la téléphonie où c'était vraiment très très simple à vendre, ou dans des produits qui sont des produits, par exemple dans la purification d'eau, on peut avoir des produits qui vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour une famille, donc c'est quand même pas si simple que ça à vendre. Et bien ça va vraiment vous permettre de pouvoir faire des ventes sans forcing, sans être un cadre de la vente, en le devenant finalement, en s'éduquant pour ça. Et ça passe beaucoup, beaucoup par les personnalités couleurs et le son casse. Mais je donne un privilège aux personnalités couleurs parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus accessible à beaucoup plus de gens. Donc, c'est excellent ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça. Découvrir les besoins, c'est découvrir à qui on a affaire et adapter notre discours de manière à ce que ça ne choque personne. Alors, vous allez me dire, mais si j'ai un rouge en face de moi et un jaune en face de moi, je ne peux pas à la fois être clair dans mes paroles et mes gestes et en même temps parler doucement avec une voix douce. Je vais pas pouvoir, ça va faire bizarre. Mais tout va bien, tout va bien. La question, c'est qui est-ce qui décide dans cette maison? Par exemple, dans une maison pour un purificateur d'eau, puisqu'on est parti là-dessus tout à l'heure, eh bien peut-être que c'est le rouge qui va décider de est-ce qu'on investit ou pas, mais c'est peut-être le jaune qui va chercher tout l'aspect famille, tout l'aspect contrôle de la santé pour tout le monde, tout l'aspect facilité aussi d'utilisation, parce que le jaune, vous verrez, est très souvent un acheteur de confort, et le rouge est très souvent un acheteur d'orgueil. Vous verrez ça, c'est vraiment très simple. Donc, je disais que quand vous connaissez bien les personnalités couleurs, vous allez pouvoir vous adapter par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Souvent, dans les couples, on remarque qu'on associe des personnalités opposées, entre guillemets opposées. Hein. Ce que tu viens de dire, Nicolas, est essentiel. On n'est jamais d'une seule couleur. On est tous de minimum 3 couleurs, souvent 4, mais 3 couleurs. Hein. Donc, on est une tendance générale, par exemple, à être vert, mais on est plutôt vert rouge ou plutôt vert jaune. Rarement vert bleu. C'est beaucoup plus rare. Vous verrez ça, tout ça est expliqué dans le livre. Et si on a souvent des couples dont un est vert et l'autre bleu, ta femme, par exemple, ton épouse, elle est plutôt bleue ou plutôt jaune? Elle est plutôt jaune. Tu vois, t'as vu, je t'ai pas dit elle est plutôt rouge. Parce que je connais ton caractère et je connais pas ta femme. Mais je sais presque à 80% des cas pouvoir dire avec qui on est bien associé dans un couple en fonction de la personne qui est en face de moi. Ce n'est pas de la divination ou quoi que ce soit, c'est tout simplement de la connaissance de l'humain, parce que la vente, c'est de la relation humaine, et que, par exemple, eh bien, si j'ai affaire à quelqu'un comme toi qui est plutôt tendance vert-rouge, mais qui, forcément, comme il est vert, a certainement du jaune dedans aussi, eh bien, et que je vois que son épouse est plutôt tendance jaune, peut-être jaune-vert, jaune-bleu, à mon avis plutôt jaune-vert, vu comment je te connais, je la connais pas elle, mais je pense que c'est ça, eh bien, je vais pouvoir avoir tendance à aller là vers le vert, justement. J'ai tendance à aller chercher plus de précision, plus de choses, en prenant mon temps, en étant calme, en prévoyant 1h30 pour la vente et non pas une demi-heure. Ok, donc en résumé, la découverte des besoins, donc soyez simple et sobre en parole, parce que en fait,
moi, j'ai en mémoire toujours ce qui m'a dit mon premier formateur à la vente. Tu as deux oreilles et une bouche et utilise-les dans la même proportion. Ça veut dire écoute deux fois plus que de parler. Donc, ce que tu disais, hein, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers et un tiers parlait. Et écouter deux fois plus, c'est super important. Ça me parle énormément parce que c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Parlez français dans le langage de votre client. C'est ce qu'on vient de voir avec les personnalités couleurs. Si je peux me permettre, Nicolas, ça va plus loin que ça. Hein. Parler français dans le langage de votre client, c'est adapter votre langage en sortant du langage technique. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est qu'on a tous, toi dans ton métier, comme moi dans le mien, comme chacun de nous dans notre vie, on est tous habitués à vivre avec des gens avec qui on a pris des raccourcis dans le langage, et pas seulement en SMS, parce que ça nous arrange. Parce que dans notre technique, eh bien, on va, au lieu de dire une phrase, on va dire un mot et on va comprendre de quoi on parle. Mais la personne à qui on s'adresse quand on est face à un client ne connaît pas cette technique et ne connaît pas ce parler technique. Donc, il est essentiel de donner des explications qui soient adaptées au langage qu'on a à la personne qu'on a en face de nous. Pas seulement à la personnalité, mais aussi tout simplement halte au langage technique. Quoi, voilà. On n'est pas des avocats. On n'est pas des avocats. En fonction des métiers, et réutiliser en fait le langage, paraphraser les personnes et puis utiliser son vocabulaire aussi. Oui. Exactement. S'adapter de cette manière-là. Et aussi regarder le plus souvent possible les clients pour vérifier les signes extérieurs d'incompréhension. Donc, si par exemple, moi j'explique quelque chose et je vois qu'il fait une grimace, etc., qu'il ne comprend pas, c'est vraiment un moment à s'arrêter et à mettre un point pour expliquer ce moment. Alors, c'est pas exactement ça. C'est si je vois qu'il fait une grimace ou quoi que ce soit. C'est indiqué aussi dans la partie du livre qui s'appelle j'ai oublié le titre que j'ai mis, mais en tout cas, c'est les moyens visuels, si vous voulez, de réaction pour voir les réactions. C'est pas, par exemple, s'il regarde sa montre, je peux me dire peut-être qu'il en a marre ou qu'il est pressé. Mais je me le dis, mais c'est un a priori. Attention. Alors, je vais poser une question. Je ne vais pas tout de suite accélérer le mouvement pour aller plus vite, parce que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Il voulait peut-être juste vérifier quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Pareil, s'il fait une grimace, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de dire. C'est peut-être parce que tout simplement, il a une aigreur d'estomac à ce moment-là. J'en sais rien. Donc, en effet, je m'arrête, je pose, et je pose une question. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez qu'on revienne? Et surtout pas, je vois que vous avez réagi, vous n'avez peut-être pas le temps, surtout pas des choses qui vont, alors que ça n'a peut-être rien à voir et qu'on va provoquer, et ça je le développe aussi dans le livre, on va provoquer des situations qui sont la plupart des méventes viennent du vendeur. La plupart des ventes ratées viennent du vendeur. C'est vraiment la question de fond, c'est que la vente, c'est pas une vente, c'est un achat. Donc il faut s'intéresser à l'autre. Mm-hmm. Ok, merci pour cette clarification. La même chose, si le client semble dans le flou où il interrompt, testez-le et écoutez-le. Ça, c'est encore une fois, on s'intéresse à notre client et en fin d'argument, vérifier par une question simple si le client a compris et si l'argument apporté en fait. Donc, quelles sont par exemple les questions justement qu'on pourrait utiliser dans cette phase-là? Une question qui te vienne. Alors, par exemple, je viens de montrer mon livre à quelqu'un qui est susceptible de l'acheter parce que j'ai découvert qu'il voulait faire de la vente directe, il ne connaissait pas la vente. Eh bien, j'ai fait une démonstration, donc j'ai découvert, donc j'ai montré comment j'ai su que, par exemple, tous les détails, je sais quelle personnalité il a, je sais qu'il a les moyens de se payer à 19,90 € le bouquin, je sais qu'il peut se l'acheter facilement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je vais peut-être même, j'ai peut-être même décelé chez lui un besoin de sympathie, d'orgueil, et que c'est un bleu-rouge, par exemple, et donc je vais lui proposer de le dédicacer, par exemple. Voilà. Là, j'ai fait vraiment mon boulot. Okay, mais il semble encore hésiter. Alors, je vais tout simplement lui poser la question, est-ce que vous voulez qu'on voit quelque chose de plus ensemble?
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mal compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que je… Pardon, non pas, non, non, pas, on retire. C'est pas est-ce que j'ai quelque chose que vous avez mal compris, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué? C'est toujours moi qui suis fautif, hein. C'est jamais le client. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal expliqué? C'est des questions ouvertes. Là, c'est pareil, il y a tout un chapitre dès le début de la découverte sur la formulation des questions. Ce sont toujours des questions qui vont amener à une discussion. Hein, encore une fois, tu as raison, deux oreilles et une bouche, donc ça doit venir de la personne. Et j'enseigne aussi sur le silence. Laisser un blanc de 10 secondes, c'est très intéressant. Justement, on y arrive pour proposer la solution. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu tester aussi. C'est juste incroyable, en fait. Et c'est juste qui fait partie de la composition quand on propose la solution. Et j'ai fini de parler, il y a un silence. Eh bien, les personnes, en fait, parfois, quand elles sont un peu plus introverties, en fait, elles ont besoin de réfléchir. C'est pas… Et ils ont besoin de ce silence, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de les laisser faire. C'est ça, c'est ça. Alors, introverti ou vert, de personnalité, hein, c'est tout à fait ça pour un vert, ou jaune, parce qu'il n'ose pas dire non et donc il n'ose pas dire oui aussi, parce qu'il n'ose pas dire, tout simplement. Et donc, en effet, on va créer un blanc. On va créer alors un blanc à la radio, c'est terrible, mais un blanc en face à face, c'est pas un blanc, parce qu'on continue d'exprimer des choses avec notre corps. Vous savez qu'on dit que 70% de notre expression vient non pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on est. Donc ça veut dire que notre manière d'être, finalement, parle pour nous. Et si nous, on est serein, qu'on a fait notre boulot, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire, de ce qu'on avait à faire, qu'on a fait une belle démonstration, qu'on a construit un produit en fonction des besoins, qu'on a annoncé le prix sans peur, parce qu'on l'a annoncé, parce que c'est le prix du produit, et vous verrez ça aussi dans ce livre, comment est-ce qu'on construit un prix et comment est-ce que le prix doit être le vrai prix, d'accord? Ça veut dire qu'évidemment, si vous vendez un prix qui vaut 5 fois plus cher que ce qui se vend sur le marché, vous êtes en train d'arnaquer quelqu'un, c'est pas normal. Il faut que votre prix soit justifié en fonction de ce qu'est la réalité. Donc, quand vous allez annoncer le prix, ça doit être simple, franc, cool. Il y aura des réactions, forcément, il y aura des objections, mais pour qu'elles viennent et sont nécessaires, il faut d'abord faire un blanc, un silence, après l'annonce du prix, de manière à attendre la réaction. Et ce silence, ça veut dire, alors, on fait quoi? C'est ça, le silence, ce qu'il veut dire. Ça remplace, alors, on fait quoi? Oui. Et justement, l'une des choses, c'est l'implication du client, en fait. L'impliquer dans ce processus d'achat, c'est déclencher, en fait, l'envie à ce que c'est celui qui commence à poser les questions de quelle manière, lui, il peut acheter, se procurer ça. Il se visualise, il a peut-être déjà testé, il a vu il a vu les opinions peut-être, parce que moi par exemple, pour vendre des formations, par exemple, des formations présentielles ou autres, ça se vend pas toujours comme ça, en one-to-one. Donc, ça sera pas toujours. Mais après, sur un site internet ou sur comment dire, les opinions sur la formation, etc., ben, ça donne envie, ça implique quelque part. Et dans la purification d'eau, par exemple, de quelle manière, toi, tu pourrais donner des exemples d'implication du client? Alors, je vais t'expliquer en passant par une petite porte qui est la manière dont en fait une vente se passe. Au niveau émotionnel, on commence généralement en dessous. Vous voyez, là, vous ne voyez plus ma main parce que je suis en dessous. Donc, quand on arrive chez le client, on est dans le stress du client. Et au fur et à mesure qu'on va faire notre vente, on va monter à l'adhésion du client, l'adhésion au produit, l'adhésion à tout ce qui passe autour. Et au moment où on va annoncer le prix, on a à nouveau une chute. C'est rare qu'on n'ait pas de chute au moment de l'annonce du prix. Pourquoi? Parce que le prix, c'est souvent un frein. Alors des fois, et c'est très bien si c'est le cas, c'est que votre prix est tellement bien calculé, tellement adapté par rapport à votre produit, il est même capable de faire la différence, fait que l'application du client va être immédiate et vous n'aurez pas, au moment du silence, là, eh bien, le client, il va vous dire bon, quand est-ce que vous pouvez me livrer? Et ça arrive, et heureusement, et c'est tant mieux, mais ce n'est pas le cas général. Le cas général, c'est plutôt je mets un frein. D'accord? Puis vous verrez aussi, j'ai plein de techniques et j'adapte les techniques
à plusieurs métiers différents, dont la cosmétique, dont la purification de l'eau, dont la vente de services. J'ai vraiment de nombreux exemples qui sont indiqués dans Vendre, sur justement des techniques adaptées pour que le client s'implique dans cette vente. Dans le sens, c'est lui qui va prendre la main à la fin. C'est lui qui parle le plus souvent pendant tout le processus de vente, sauf pendant l'argumentaire, où là, vraiment, c'est nous qui allons donner tout ce qu'on peut pour mettre en valeur le produit en fonction de ce qu'on a découvert chez le client. Et à la fin, au moment de la conclusion, eh bien, on va laisser à nouveau la main au client pour que lui, non pas qu'on laisse la vente partir, mais que lui puisse s'impliquer sur la manière dont il va acheter le produit. Et c'est là qu'on va peut-être avoir besoin du passage de main. On n'en a pas parlé, tu n'en as pas parlé dans ton diaporama, et ça vaut le coup d'aller faire un petit tour là-dedans. Pour ça, le passage de main, c'est le moment où pour quelqu'un qui n'est pas très fort en vente, par exemple, ou même pour un fort en vente, mais qui est fatigué, eh bien, de laisser une autre personne extérieure conclure la vente pour lui. D'accord ? Alors, il y a des arnaques dans le passage de main, et j'en parle aussi dans ce livre, et évidemment, il est hors de question de mettre en avant ou de faire la promotion d'arnaques. C'est vraiment contraire à toute ma vie, vraiment, définitivement, mais ça peut être très utile pour aider quelqu'un à prendre une décision. Il y avait un banquier, alors vous me direz que les banquiers ne sont pas toujours en heure de sainteté, comme on dit, mais il y avait un banquier qui disait « les gens ont besoin qu'on les aide à prendre une bonne décision ». Et c'est vrai dans le cas du bleu, c'est vrai dans le cas du jaune, c'est moins vrai dans le cas du vert, mais un peu quand même, et c'est moins vrai dans le cas du rouge, mais un peu quand même. C'est-à-dire que, au moins pour le jaune et pour le bleu, ils ont besoin qu'on les aide à prendre une bonne décision. Alors ça peut être tout simplement pour leur dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on vous livre la semaine prochaine ou qu'on vous livre dans 3 mois ? Ça, c'est une aide à prendre à la position. Et eux, après, dans leur implication, ils vont passer à l'acte. Ils vont dire, bah oui, moi je suis d'accord, bah écoutez, c'est bon comme ça. Ou alors ils vont envoyer des objections. C'est aussi de l'implication. Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé, il n'objecte pas. Oui. Il vous fout à la porte tout de suite. Quelqu'un qui est intéressé, il va objecter. Et s'il objecte, c'est bon signe. Oui, tout à fait, oui. Ben oui, bien sûr. Parce que ça veut dire qu'il a besoin d'un éclaircissement, de se rassurer sur un point. D'accord ? Attention, parce que les rouges ne sont pas les mêmes dans ce cas-là que les autres. Hein. Un rouge, il faut aller vite, il faut aller au but, il faut montrer que ça va bien et il faut laisser courir parce que c'est lui qui prend la décision de toute façon tout seul. Oui. Moi, je sais que par exemple, dans les assurances et dans pas mal de services, en fait, ça fonctionnait de mon côté. On expliquait justement voilà, le prix à la fin, à un moment donné, et puis il disait, j'expliquais, voilà, donc pour que l'assurance puisse prendre, comment dire, à fin, mais début, hein, pour qu'elle puisse commencer. Dans le processus, on signe le contrat, c'est envoyé par là-bas. Et pour pouvoir signer le contrat, il me faut votre pièce d'identité. Et là, en fait, c'était la phase clé. Donc, si quelqu'un était déjà prêt, eh ben, il sortait sa pièce d'identité. Voilà. Et moi, je pouvais juste commencer à remplir Exactement ça. Le dossier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans la vente traditionnelle d'un produit, c'est vous voulez être livré quand ? La semaine prochaine ou dans 3 mois ? Ou vous préférez payer au comptant ou payer en 10 fois ? Ou alors qu'est-ce qu'on fait ? On y va maintenant ? Vous voyez, ça dépend de la personnalité, encore une fois. Hein ? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, en conclusion, parce qu'on arrive à la conclusion. On a déjà débordé, je sais. Non, on n'a pas encore débordé. Allez. Je suis le maître de temps. Vendre bien et avec éthique ne s'improvise pas. Ah oui, ça c'est clair. Ne s'improvise pas, mais en même temps, c'est, comme tu dis, c'est quelque chose, c'est l'unique aujourd'hui, j'ai envie de dire encore aujourd'hui, c'est de toute façon, c'est la solution gagnante, encore dans le temps d'aujourd'hui, encore plus dans le temps d'aujourd'hui, parce qu'on a l'Internet et on peut tout voir tout de suite, tout vérifier. Exactement. Avec son téléphone portable. Donc, et heureusement qu'il y a de moins en moins justement des personnes qui font des arnaques, parce que ces sociétés qui font des arnaques, elles se font railler du marché, en fait. Ouais. Alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Ça, c'est vraiment très important. C'est qu'en effet, Internet, aujourd'hui, la communication et l'information est disponible pour tout le monde. Pas pour les personnes âgées. Et c'est encore là qu'il y a des arnaques. Et là, je m'insurge
contre tous ces vendeurs qui font de la vente forcée auprès des personnes âgées. D'ailleurs, il y a des lois qui les condamnent et je souhaite vraiment qu'ils soient encore plus fortement condamnés. Parce que c'est abominable de voir comment des personnes âgées se font arnaquer par des vendeurs qui sont des arnaqueurs, ni plus ni moins. Mais la vente, la relation directe du fait d'Internet est de plus en plus importante aussi. Ça veut dire que l'Internet, c'est génial, mais c'est finalement assez froid. Et on n'a pas la démonstration, en tout cas pas pour tout, on a pour les services peut-être, mais pour des produits qui nécessitent une démonstration, et c'est quand même assez courant. Par exemple, acheter une voiture par Internet, c'est possible, bien entendu. Et ça va se faire, bien entendu. Mais on aime bien quand même toucher, on aime bien aller voir, on aime bien l'essayer. Acheter un purificateur d'eau par Internet, c'est possible, bien entendu. Et même par téléphone, c'est possible. Et je l'ai vu faire et je l'ai enseigné. La vente par téléphone et par Internet de purificateurs d'eau, y compris des purificateurs à plusieurs milliers d'euros. Mais ce n'est pas, in fine, ce qui est le plus simple. En tout cas, pour ce qui concerne la vente directe et la vente par réseau, hein, le fameux MLM, quand on a des produits, là, on a besoin de cette relation directe, au moins au démarrage. Après, pour le renouveau des commandes, pour le suivi des commandes, je pense en particulier aux cosmétiques, par exemple, ou à tout ce qui est produit de bien-être, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Souvent, on crée une première vente en direct, et puis après, soit on a un suivi, soit ça se fait par Internet. Mais en tout cas, la vente éthique, c'est la relation humaine, et ça ne s'improvise pas. On peut, comment dire, d'ailleurs, c'est bien tout le souci. Quand on regarde dans la vente directe le nombre de gens qui arrêtent après avoir démarré très très peu de temps après, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre des produits, tout simplement. Moi, je fais pas ça uniquement pour faire la promotion de ce livre. Je vais être très clair avec toi, mon cher Nicolas. Je gagne 80 centimes d'euros par vente de bouquins, donc je ne veux pas m'enrichir en vendant ce livre. On est bien d'accord. On connaît bien combien gagnent les auteurs sur les livres. Hein. C'est pas un secret. Il faut que les gens le sachent parce qu'ils pensent qu'on va gagner des millions. Non, non, non. Ça, c'est valable pour Harry Potter peut-être, mais pas pour des gens comme nous. Nous, si on écrit un livre, c'est parce qu'on a vraiment quelque chose qu'on veut transmettre aux autres et on veut vraiment apporter une connaissance. C'est pas uniquement non plus pour vendre des formations. C'est parce que vraiment, c'est sur notre cœur et qu'on veut apporter quelque chose à des personnes à l'extérieur. Et donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, ce type de livre dans la vente directe, par exemple, devrait être utilisé partout. Celui-là ou un autre, mais en tout cas des livres qui soient adaptés pour apprendre à des jeunes personnes à qui on a dit chez nous tu vends pas, tu partages avec tes amis la connaissance des produits que tu as toi-même utilisés, eh bien on ferait bien leur montrer un petit peu ce qui se passe ici derrière parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre pour que ça soit pérennisé encore une fois et que je connais certains réseaux, pour dire la vérité, je connais certains réseaux où le taux de fidélité est de l'ordre de 50%, ce qui est énorme. Le taux de fidélité des distributeurs et des clients est de 50%, ce qui est absolument énorme dans le monde du réseau. Pourquoi ? Parce que justement, on apprend à ces gens-là à vendre. On apprend à ces gens-là à se créer un premier revenu par la vente directe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est éthique. Et ça doit être éthique. Justement, tu as dit une chose très importante, c'est continuer à vous former. Oui. Continuez à vous former, soyez professionnel, authentique et soyez cohérent avec ce que vous proposez. C'est ça. Par exemple, si vous ne consommez pas les produits que vous vendez, arrêtez de les vendre. Ah ben oui, c'est évident. C'est évident que ça, oui, exactement. Et pourtant, il y a tellement de gens qui nous font croire et que c'est pas vrai, quoi. Vous savez, c'est simple. Hein, je veux dire, pour vendre une fois, ça ne sert à rien. C'est renouveler la vente qui compte. Même si c'est un produit comme le purificateur d'eau que j'ai à la maison, on ne le change jamais parce qu'il est extraordinaire et on change la cartouche tous les, on va dire entre les 2 et chez moi, c'est tous les 6 ans parce que j'ai une eau qui est déjà pas sale, on va dire. Mais ça n'empêche que si je veux faire la promotion de ce produit, moi, en tant que client, eh bien, si le vendeur qui me l'a vendu veut m'utiliser, il faut que je sois content. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, tout à fait. Il va avoir des ventes très faciles par la suite. Parce que la vente sur recommandation, et ça aussi je développe là-dedans, la vente sur recommandation est essentielle. C'est ce qui va créer un vrai marché. C'est ce qui fait que le gars qui est avec son banc de légumes, et je reviens à mon premier exemple, qui a une queue devant son banc de légumes, c'est parce que les gens le recommandent qui viennent. Tout simplement. C'est parce que les gens le recommandent. Et le bouche à oreille s'est fait, et eh bien, il vend beaucoup plus que ses voisins. Sur ce, je te remercie beaucoup, Vincent, pour ton partage de cœur. Et je sais qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, mais on a un timing qui se termine là tout de suite. Je te remercie beaucoup et je vous dis à tous à très bientôt pendant une prochaine interview. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt.